Alors aujourd'hui, on va répondre à la question quelle eau boire pour sa santé. Attends donc, je comprends pas, moi à l'école j'ai appris que l'eau c'était H2O, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Donc pourquoi on se pose toutes ces questions? De l'eau, c'est de l'eau. Effectivement, l'eau c'est H2O, mais en fait c'est un abus de langage, on devrait dire plutôt une solution d'eau, puisqu'en fait dans l'eau on peut trouver plein de choses, plein de molécules, mais aussi des bactéries, plein de choses intéressantes ou non, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc par exemple ici je vous ai mis un verre d'eau, et donc vous voyez d'abord dans de l'eau on peut avoir par exemple des bactéries et des virus, pathogènes ou non. On peut avoir ensuite des pollutions liées au grand cycle de l'eau, où là il peut rencontrer des choses qui peuvent être pas intéressantes et qui vont se retrouver dans l'eau. On peut aussi avoir des pollutions dans le petit cycle de l'eau, par exemple le transport dans les bouteilles en plastique peut polluer l'eau. Ensuite, on peut aussi avoir des nutriments dans l'eau, liés aussi, en général au grand cycle de l'eau, où elle s'est chargée en des choses intéressantes. Et enfin, l'eau a aussi une certaine vibration, c'est ce que nous allons voir dans ces 5 parties de cette présentation. Ah ok, et c'est quoi pour toi alors les grandes catégories de soluté d'eau? Pour moi, si je devais faire des catégories, j'en ferais 5. La première, c'est les eaux du robinet après traitement, ensuite les eaux douces en bouteille après traitement, les eaux de mer en bouteille après traitement, et ensuite les eaux qui ne sont pas traitées, donc l'eau du puits, pas traitée, l'eau de la rivière ou l'eau de la mer. C'est quoi le plus important à surveiller dans l'eau? Ce qui est le plus important pour l'eau, c'est pour ça que je vous en parle en premier, c'est si dans l'eau il y a la présence de bactéries, de virus ou de parasites pathogènes. En fait, avant, en France, c'était l'une des principales causes de décès. Les virus, les bactéries, les parasites, avant, c'était l'une des premières causes de décès en France. Avec le traitement de l'eau, en fait, on a aussi sauvé beaucoup de vies, quasiment autant que la médecine en fait. L'eau avant, contenant les fesses ou le caca de notre voisin, pouvait donner le choléra avec une bactérie Vibrio cholerae, la dysenterie, une autre bactérie ou une amibe, l'hépatite A qui est aussi un virus. Donc c'est vraiment une partie très importante dans l'eau. Donc là, je vous ai mis par exemple 3 types d'eau pour voir si elles sont, si on peut retrouver ce genre de choses. Et en fait, vu que c'est le plus important, bah la réponse est non, c'est très contrôlé. Donc là, je vous ai mis en premier, c'est mon eau potable. J'ai regardé sur les paramètres bactéries, virus, parasites. En fait, ils n'ont rien détecté ces dernières années. Sur l'eau volvique, c'est pareil. Et là, je vous ai mis une eau de mer, l'eau de mer eau de vie, en bouteille en verre. Et là, pareil, ils n'ont rien détecté. Donc en fait, c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose aussi de très contrôlé en France. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Si je devais résumer et généraliser avec les 5 grandes catégories de tout à l'heure, en fait, dans tout ce qui est traité, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau de mer, en France en général, on ne trouvera pas ces choses-là. Par contre, de manière évidente, sur l'eau douce, de la rivière, du puits ou même l'eau de mer, en fonction où on va prélever, on va retrouver ce genre de choses. Et donc là, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'en fait, si vous êtes un peu baroudeur, je vous conseille de suivre les protocoles de la médecin Jade Allègre. Jade Allègre qui baroude beaucoup et qui propose des protocoles pour enlever les virus, les bactéries, etc. avec de l'argile ou du charbon ou de l'eau de javel. Bref, voilà. Mais c'est quelque chose que si vous achetez de l'eau du robinet ou en bouteille, vous n'aurez pas. La deuxième grande catégorie, ce sont les pollutions durant le grand cycle de l'eau. Donc là, je vous ai mis un grand cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, vous le connaissez tous. L'eau de mer s'évapore ou l'eau des rivières, ça forme un nuage qui tombe sur les montagnes et ensuite, par gravité, l'eau coule par des rivières ou des nappes souterraines. Mais durant ce grand chemin, ce grand cycle, l'eau va aussi rencontrer des êtres humains des agriculteurs qui mettent des pesticides, des êtres humains qui mangent des médicaments, qui mettent de la crème solaire, qui utilisent des produits ménagers, qui utilisent des voitures avec des hydrocarbures. Donc ce sont des choses qu'on peut forcément retrouver dans l'eau puisque l'eau circule partout et qu'elle capte tout. On pourrait regarder tous ces paramètres, alors prendre tous les hydrocarbures possibles et inimaginables, tous les médicaments possibles et inimaginables, tous les pesticides possibles et inimaginables et les tester un à un dans l'eau. Mais en fait,
il y a un indicateur qui est très intéressant, en fait, c'est le taux de nitrate dans une bouteille d'eau. Plus vous avez de nitrate, plus ça veut dire que votre eau a été polluée par l'être humain, puisqu'en fait à l'état naturel, normalement il y a très peu de nitrate dans l'eau. Donc si vous voyez du nitrate, vous pouvez vous dire qu'elle va avoir aussi beaucoup de pesticides, beaucoup de médicaments, beaucoup d'hydrocarbures, etc. Donc là par exemple, je vous ai mis mon taux de nitrate dans mon eau du robinet, qui est à 8 mg par litre, dans l'eau Volvic, 6 mg par litre, et dans l'eau de mer eau de vie, elle est à 1 mg par litre. Alors, comment ça s'analyse? Entre 0 et 2 mg de nitrate par litre, on peut considérer que c'est une eau pure, exempte de pollution humaine, exempte d'hydrocarbures, de médicaments, de pesticides. Donc en fait, par exemple, l'eau de mer eau de vie, elle est à ce niveau-là. Entre 2 et 10, c'est une eau très peu polluée. Oui, elle a rencontré un peu d'êtres humains, mais ça va, c'est raisonnable. Donc, vous voyez, par exemple, c'est le cas de mon eau du robinet et de l'eau Volvic. Elles ont un peu de nitrate, mais vraiment très peu. Par contre, quand vous commencez à dépasser 10, là ça n'est pas bon, 25 encore moins, et 50, n'en parlons pas. Donc je vous ai dit que le nitrate est un indicateur de l'activité humaine. Bon, alors j'ai vérifié sur mon eau potable pour voir s'ils ont trouvé des polluants. Donc ils ont testé plein de pesticides, plein de médicaments, plein de choses, et en fait sur 102 analyses, il y a 2 fois où il y a un pesticide qui a dépassé le métolachlore. Donc c'est ce que je vous disais, c'est pas une eau parfaite, on est inférieur à 2 mg par litre, mais ça va. Ils ont trouvé que 2 fois un pesticide. J'ai regardé les analyses pareilles de l'eau de mer, eau de vie, et eux par contre ils n'ont jamais rien trouvé. Ils ont testé plein de choses, ils n'ont rien trouvé. Donc ça corrobore ce que je vous explique. Plus il y a de nitrate, plus vous avez des chances de trouver des pesticides, des médicaments, etc. Donc c'est un très bon indicateur pour analyser vos eaux en bouteille et vos eaux du robinet. Pour généraliser, en fait ici avec les 5 catégories d'eau dont je vous ai parlé, eh bien en fait potentiellement, elles sont toutes potentiellement susceptibles d'être polluées durant le grand cycle de l'eau par des molécules de synthèse humaines. Donc un indicateur pour toutes les eaux, c'est à regarder le taux de nitrate. Et ensuite, je vous conseille de filtrer. Si c'est inférieur à 10 mg par litre de nitrate, les filtres à charbon peuvent être suffisants puisque votre eau n'est pas très polluée. Par contre, quand vous commencez à dépasser le 10 mg par litre, là il faut entrer dans des systèmes de traitement un peu plus efficaces à la maison, comme de l'osmose inverse ou autre. Ensuite, la troisième catégorie, c'est la pollution durant le petit cycle de l'eau. Alors ici, je vous ai représenté un petit cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau, en général, vous le connaissez moins. Pourtant, il est aussi tout aussi important que le grand cycle de l'eau. En fait, le petit cycle de l'eau, c'est que vous voyez, une usine va prélever de l'eau à une rivière ou dans une nappe souterraine. Ensuite, il va y avoir un traitement. En France, c'est souvent un traitement avec du chlore, mais aussi des fois des traitements à l'aluminium ou autre. Et ensuite, si c'est de l'eau en bouteille, eh bien, elle va sortir de l'usine par un petit camion dans des bouteilles en plastique ou en verre et vous l'emmenez à la maison ou au supermarché. Ou si c'est de l'eau du robinet, ça va passer par des canalisations pour arriver à votre maison. Et donc en fait, là, de manière évidente, ce petit cycle de l'eau peut polluer l'eau puisqu'en fait, ils mettent du chlore pour enlever les bactéries, mais le chlore, les résidus de chlore sont mauvais pour l'être humain. Donc c'est pas bon. Les bouteilles en plastique peuvent aussi se dégrader avec l'eau et c'est pas bon, les résidus de plastique, très mauvais pour la santé. L'aluminium qui est utilisé pour traiter l'eau, souvent pour floculer, ce n'est pas bon de retrouver de l'aluminium noir en trop. Et aussi, les tuyaux peuvent être en plastique, en plomb, et là, c'est pas bon. Une première technique, c'est de regarder en quoi est le matériau de votre bouteille en plastique, si elle est en plastique, ou en quoi sont vos canalisations et vous déduirez quels vont être les polluants dans votre eau du robinet ou en bouteille. Par exemple, voilà, l'eau Volvic, c'est du PET et on voit que c'est dans la catégorie des plastiques très instables, donc c'est pas bon, ça va polluer l'eau. Moi, mes canalisations, donc là je vous ai mis le diagramme de mes canalisations, on voit que 80% de mes canalisations dans lesquelles elles circulent, c'est du PVC, polyvinylchloride, du plastique. Et en fait le PVC, pareil, dans la catégorie des plastiques, c'est un plastique très instable.
Bon, donc on se doute bien qu'on va retrouver du plastique dans mon eau du robinet. C'est dommage en fait, si vous habitez en ville, vous n'aurez pas du tout ce genre de matériaux. En ville, c'est plutôt des matériaux en fonte, et la fonte, c'est moins grave si l'eau la dégrade, puisque la fonte c'est principalement à base de fer et vous aurez juste de l'eau ferrugineuse, mais ce n'est pas dangereux pour la santé, contrairement à récupérer des morceaux de plastique. Pour corroborer ce que je vous dis, j'ai regardé les analyses de mon eau du robinet pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Donc déjà, aluminium, ils en trouvent pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ne doivent pas traiter à l'aluminium sur mon réseau d'eau, donc j'ai pas de problème d'aluminium. Plomb, les canalisations peuvent être en plomb. J'y trouve pas de plomb. En même temps, vous avez vu dans mon graphique, il n'y a pas de canalisation en plomb. Donc c'est pas étonnant que je trouve pas de plomb non plus. Par contre, voilà, je trouve du chlore libre, 0,10 mg par litre. Et on trouve aussi des dérivés de chlore, du chlorodibromméthane, 0,88 microgrammes par litre. Et je trouve du chloroforme, 0,54 microgrammes par litre, et aussi je trouve du chlorure de vinyle monomère. Alors ça, c'est le chlore qui s'est associé au plastique et ça donne ça. C'est pas génial de trouver ça dans son eau du robinet. Et en fait, donc moi j'ai regardé, sur mon eau du robinet, ça dépasse le seuil autorisé, il est dépassé 10% du temps. Donc voilà, ce que je pressentais est bien là, j'ai une eau avec des résidus de plastique et des résidus de chlore. Donc en résumé, si je peux résumer, les pollutions durant le grand cycle de l'eau, et bien en fait toutes les eaux du robinet, les eaux en bouteille peuvent être polluées par ce petit cycle de l'eau, par la méthode de traitement ou par le plastique. Voilà. Et par contre, les eaux, bien sûr, libres, douces, de mer, de rivière, de puits, là, vous n'aurez pas ce problème. Donc, première chose, quand vous achetez des bouteilles d'eau, achetez des bouteilles en verre déjà, ça évitera beaucoup de problèmes. Et pour les canalisations, battez-vous auprès de votre mairie pour qu'ils arrêtent de poser des canalisations en plastique et qu'ils posent des canalisations en fonte. En plus, au niveau économique, c'est beaucoup plus rentable puisque la fonte dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc c'est une aberration d'avoir posé du plastique comme dans ma commune. Donc déjà, et troisième chose, laissez reposer l'eau en carafe pour que le chlore, en fait, qui est quelque chose qui réagit avec tout, réagisse avec l'air et s'en aille. Et là, effectivement, il est utile de mettre un filtre à charbon derrière, y compris même votre bouteille en plastique, puisque vous allez avoir des résidus de plastique dans votre bouteille volvique. Voilà, si vraiment vous trouvez que vous avez trop de chlore ou de plastique, quitte à utiliser de l'osmose inverse. Donc ensuite, la quatrième catégorie, c'est de savoir si votre eau, c'est une eau qui est faite pour éliminer, éliminatoire, ou est-ce que c'est une eau nutritive qui va vous nourrir, ou est-ce que c'est une eau en fait qui est lourde, très chargée, trop chargée. Pour savoir ça, il faut regarder qu'est-ce que contient l'eau. Donc on va regarder d'abord deux paramètres, le calcium et le magnésium. Bon, le calcium, vous savez tous qu'on en a besoin pour nos os, et le magnésium aussi, on entend souvent parler, c'est très intéressant pour le transit intestinal, pour éviter les crampes musculaires, etc. Donc ici, je vous ai mis mes trois eaux, mon eau du robinet, l'eau volvique et l'eau eau de vie, l'eau de mer eau de vie. Donc en fait, dans mon eau du robinet, j'ai 38 mg par litre de calcium et 5,5 mg par litre de magnésium. L'eau volvique, on est sur 11,5 et 8, et l'eau de vie, on est sur 389 mg par litre, et magnésium, 1280 mg par litre. Donc, pour avoir des références, en fait, on conseille de consommer 1000 mg de calcium par jour. Donc, l'eau du robinet, l'eau volvique, c'est peanuts. L'eau de vie, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour notre consommation. Si on boit 1 litre, c'est pas suffisant. Voilà. Et le magnésium, 5,5, donc c'est très peu dans l'eau du robinet, très peu aussi dans l'eau volvique. Et on conseille de consommer 400 mg par jour de magnésium. Donc là, l'eau de vie, elle en contient vraiment beaucoup de magnésium. Pour comparer, par exemple, une pilule de magnésium de la marque Formag, de Pilège, elle contient 150 mg de magnésium par pilule. Donc vous voyez que l'eau de mer eau de vie, elle contient beaucoup de magnésium. Une autre chose à savoir, c'est que le magnésium et le calcium, c'est aussi ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Vous entendez souvent, en fait, le magnésium et le calcium se déposent et ça peut entartrer les machines.
C'est quelque chose que on cherche à éviter pour nos machines, les machines à laver le linge, à la vaisselle, parce qu'en fait ça va les déranger, les bloquer. Mais pour nous c'est quelque chose qu'on recherche. Donc on calcule le degré français pour ça. Donc par exemple mon eau du robinet elle est à 11 degrés français, l'eau Volvic elle est à 6,2 degrés français et l'eau eau de vie elle est à 631 degrés français. Donc mon eau du robinet c'est une eau douce. L'eau Volvic c'est une eau très douce, vraiment très peu chargée. Et l'eau eau de vie, alors là c'est une eau très dure. La mettez pas dans votre machine à laver, elle va pas aimer. Attends, Volvic c'est une eau minéraux. Je m'attendais à ce qu'elle ait beaucoup plus de minéraux que ton eau du robinet. Au final, l'eau Volvic elle a moins de minéraux que ton eau du robinet. Je comprends pas. Effectivement, c'est un peu piégeux. Pour rester simple, eau minérale, ça veut dire que la composition est stable en minéraux. Mais ça ne vous dit pas s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Par contre, certaines eaux minérales ont le droit d'être très élevées en minéraux, mais certaines eaux minérales sont très basses en minéraux. Volvic est plutôt basse. On oppose les eaux minérales aux eaux de source en fait, parce qu'en fait sur les eaux de source, c'est du vocabulaire juridique, une eau de source, la composition en minéraux peut varier, elle a le droit de varier d'une bouteille à l'autre. Par contre, elle n'a pas le droit d'être très élevée en minéraux. Donc, le matin, lorsque le corps a travaillé pour éliminer, qu'est-ce que tu me conseilles de boire dans ces trois eaux par exemple? Là on voit bien que toutes les deux, l'eau du robinet et l'eau Volvic sont des eaux plutôt éliminatoires puisqu'en fait elles ont pas beaucoup de magnésium ou de calcium si on regarde le reste aussi et elles ont un taux de résidus secs inférieur à 150 mg par litre. Donc en fait les résidus secs c'est un indicateur qui vous indique à peu près les minéraux que vous avez dans votre eau. Donc en fait on fait chauffer 1 litre d'eau à 180 ou 260 degrés Celsius et après on pèse combien on a de choses dures, de résidus secs. Et c'est comme ça qu'on peut classer les eaux en fait, on va dire des eaux éliminatoires, donc très peu chargées, aux eaux très chargées, dont certaines sont nutritives ou pas. Donc là par exemple vous voyez que il y a des eaux qui ont des résidus secs très faibles, la Montgroscou, la Mont-Blanc, elles sont inférieures à 105. Après il y a des eaux moyennes, donc là vous voyez par exemple Volvic, elle est à 130 mg par litre. C'est à peu près aussi mon eau du robinet, elle est dans ces eaux-là. Vous voyez la cristalline, c'est une eau de source, donc en fait vous voyez une tranche, puisqu'en fait elle a le droit de varier dans ses minéraux, c'est la définition de l'eau de source. Donc elle est entre 220 à 500, donc c'est une eau moyenne. Et ensuite vous avez par exemple des taux élevés en résidus secs, par exemple vous avez l'Épar qui est à 2513 mg par litre de résidus secs, et l'eau de vie, l'eau de mer, elle en est à 40 400 mg par litre. Donc ça c'est une eau très chargée, très nutritive. Ok, donc ça c'est pour éliminer. Et si je veux une eau nutritive, par exemple je manque de magnésium et j'aimerais avoir une eau minérale. Là tu vas montrer qu'Épar, c'est une eau qui contient beaucoup de magnésium, beaucoup de minéraux. Et il y a aussi ton eau, l'eau eau de vie, l'eau de mer Process Quinton qui contient beaucoup de magnésium. Et j'ai aussi le médicament là, de Pilège Format qui contient beaucoup de magnésium. Qu'est-ce que je dois prendre de ces trois produits? Ah mais si tu manques de magnésium et que tu veux une eau nutritive, il vaut clairement mieux boire de l'eau de Quinton, de l'eau de mer, qui respecte le processus de René Quinton. Puisqu'en fait ici c'est la définition entre les eaux chargées et les eaux nutritives. En fait, donc les eaux nutritives comme les eaux de mer de Quinton, en fait elles ont été récoltées à des endroits où il y a du phytoplancton et en fait les minéraux sont chélatés. Donc en fait ça passe la barrière intestinale très rapide et très facilement. Alors que les eaux comme l'eau Épar, les eaux avec des résidus secs très élevés, très chargés, les eaux minérales très chargées, là par contre en fait c'est très dur au corps pour absorber les minéraux, il leur faut un transporteur actif. Donc en fait le corps va devoir travailler beaucoup et il va pas arriver à capter tout ce qu'il a besoin. Donc sans hésitation, si vous voulez une eau nutritive, prenez dans ce cas-là de l'eau de mer plutôt qu'une eau Épar
c'est une eau chargée, c'est une eau qui n'est pas éliminatoire, donc qui ne va pas vous permettre d'éliminer les toxines du corps, et en plus c'est une eau très chargée, donc sans hésitation, l'eau de mer de Quinton. Ensuite, ta question par rapport aux médicaments, là, le Formac, le magnésium en pilule, en fait, le problème quand tu absorbes des magnésiums en médicaments, c'est qu'en fait, le magnésium est un antagonisme du calcium. Donc si tu absorbes trop de magnésium, tu vas pas arriver à capter ton calcium. Et donc là, et vice versa, vous avez plein d'antagonismes ici marqués sur ce graphique. Donc il vaut mieux consommer de l'eau de mer à l'isotonie, c'est-à-dire diluée un peu pour ne pas être trop chargée en sel, qui en fait est bien à la bonne composition et va pas induire des carences d'un côté ou de l'autre. Donc entre ton petit médicament et l'eau de mer, pareil, je conseille l'eau de mer. Alors maintenant ici on va regarder un autre paramètre, le sel NaCl. Donc ici je mets une photo de la bannelle, donc c'est un sel fin de mer qui en fait est enrichi en fluorure et en iode. Donc le sel, si on en manque, c'est vraiment un problème puisqu'en fait c'est très important dans l'activité humaine et si t'en as pas, ça va te provoquer des léthargies, des fatigues, des œdèmes. Mais aussi, il ne faut pas non plus en avoir trop. Donc ici, je vous ai mis la composition en NaCl de ces trois eaux. Donc mon eau du robinet, elle a 10 mg par litre de Na, 12, très proche de l'eau Volvic. Et par contre, l'eau de mer, beaucoup plus. Donc on est sur 13 600 mg par litre et 21 940 mg par litre. Bah oui, l'eau de mer c'est salé, tout le monde le sait. Mais votre corps aussi est salé en fait. Tout votre sang, vos plasmas, vos larmes sont salés. On est à peu près à 6000 mg par litre de sel dans le sang. Et par exemple, quand vous achetez du sérum physiologique, on est sur 9000 mg par litre de sel. Donc c'est pour ça qu'on conseille les eaux de mer, en fait de ne pas boire de l'eau de mer pure, mais plutôt de la diluer. Vous voyez là, vous êtes à peu près à 35 grammes de sel. Si on veut retomber en dessous, entre 6 et 9, qui est la composition du sang, en fait on va diviser l'eau par 3 ou 4. Donc on appelle ça l'eau à l'isotonie, avec la même quantité d'éléments que le sang. Pour comparaison, un Français consomme en moyenne 10 000 mg de sel par jour. Donc ensuite ici vous avez le potassium et le bicarbonate. Alors, le potassium c'est très important pour le cœur et le bon fonctionnement du transit. Et le bicarbonate c'est une substance qui est très importante utilisée dans le sang pour faire tampon, pour que le pH du sang ne bouge pas trop. Donc c'est aussi une substance nutritive très importante. Donc dans mon eau du robinet, on est sur un 4 mg, l'eau de Volvic aussi très proche, et l'eau de Quinton, on est beaucoup plus à 502, le bicarbonate 140, 71 et l'eau de Quinton 156. Donc ensuite dans les nutriments, une chose dont on entend parler aussi, ce sont les oligo-éléments. Donc les oligo-éléments qui sont très importants pour le fonctionnement. Donc par exemple, d'abord le zinc. Alors le zinc, on en a beaucoup entendu pendant le coronavirus, c'est quelque chose de très important pour le fonctionnement de l'immunité. On estime par exemple qu'on a besoin en zinc de 15 000 microgrammes par jour. Dans l'eau du robinet, j'ai pas trouvé les chiffres, à Volvic non plus. Par contre, sachez que dans l'eau de Quinton, il y a 7 microgrammes par litre de zinc. Et ils disent que dans toutes les eaux de Quinton, donc l'eau de mer, eau de vie ou les autres, il y aurait 78 minéraux dans des oligo-éléments essentiels comme l'or, l'argent, le cuivre. Donc le cuivre dans l'eau du robinet en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent. Donc vous avez 20 microgrammes par litre de cuivre dans mon eau du robinet, ce qui est pas mal, puisqu'on estime qu'on a besoin par jour de 1000 microgrammes par jour. L'eau Volvic, j'ai pas trouvé, mais à mon avis, je pense que c'est comme mon eau potable. Et pareil, j'ai pas trouvé sur l'eau de vie, mais c'est sûr qu'il y en a. Et ensuite, le sélénium. Donc le sélénium aussi très important, dont on a aussi beaucoup entendu parler pendant le coronavirus. C'est quelque chose qu'on doit retrouver aussi sûrement dans l'eau et dans l'eau Volvic, mais j'ai pas trouvé les chiffres exacts. Et sur l'eau de Quinton, on est sur 17,3. Sachant qu'en fait, qu'on a besoin en sélénium de 70 microgrammes par litre.
Et le problème, c'est qu'avec l'agriculture intensive, tous nos légumes qu'on mange sont de moins en moins riches en tous ces oligo-éléments fondamentaux pour survivre. Pour l'eau potable, on entend souvent parler du pH, mais le pH à lui-même n'est pas tout seul intéressant pour caractériser une eau. Il faut aussi regarder si l'eau est plutôt au final réductrice ou oxydante. Si toutes ces substances, toutes ces molécules, quel pH ça donne donc, et est-ce que ce soluté d'eau il est plutôt réducteur ou plutôt oxydant. En bleu, vous avez le pH de notre sang. Donc le pH de notre sang est autour de 7,2, donc plutôt neutre. Et il a un RH2 de 21. 21, c'est plutôt une zone réductrice. Et lorsqu'on tombe malade, en fait, le sang va être perturbé et va bouger dans ces cercles. Donc par exemple, les cancéreux ont en général un sang très oxydant et un pH qui se décale vers l'alcalin, alors que leur urine va faire l'inverse. Ils vont avoir une urine plutôt acide. Et quand on sort de ce cercle, en fait, c'est la mort. Le sang, on sort de l'homéostasie et le corps ne peut plus tenir. Donc ce qui est intéressant à regarder votre eau, c'est qu'il faut que votre eau, entre guillemets, soit proche de ce point bleu pour moi. Il faut que le pH ne soit pas trop élevé, pas trop faible, et il faut que l'eau soit plutôt réductrice, autour de 21. Mon eau du robinet. Donc ici je vous ai mis les paramètres de mon eau du robinet. Donc moi je suis à un pH autour de 7, 9, 8, donc on n'est pas très loin de 7, c'est bon. Et le RH2 je ne l'ai pas trouvé, mais à mon avis il est autour de 30. Donc là par contre c'est une eau plutôt oxydante, c'est pas génial. L'eau Volvic c'est pareil, son pH est autour de 7, donc pas très loin du point bleu. Par contre aussi le RH2 il est autour, comme en eau potable, je pense autour de 30. Donc c'est pas très bon, c'est une eau oxydante. Et les eaux de mer, par contre, l'eau de mer eau de vie, elle a un pH de 8,1, donc encore pas très loin de 7, on n'a pas de problème là-dessus. Et le RH2 par contre est à 10, donc ça c'est très bien, c'est une eau réductrice en fait. On a besoin d'éléments réducteurs, puisque je vous ai dit, par exemple les cancéreux ils sont en milieu très oxydé, donc ce sont des paramètres aussi intéressants à regarder sur votre eau. Donc ici, pour faire une généralité, eau nutritive ou eau éliminatoire, en fait l'eau de mer de Quinton, avec le process Quinton, c'est une eau nutritive, puisque il y a beaucoup de minéraux et c'est chélaté. Par contre, votre eau du robinet ou votre eau en bouteille, mais ça dépend, il faut que vous lisiez l'étiquette et c'est pas le mot minéral ou eau douce ou de source qui vous indiquera, il faut lire l'étiquette de la bouteille. Et donc la cinquième partie, c'est la vibration, la dynamisation de l'eau. Donc ici, je vous ai mis une image du professeur McHenry où vous voyez donc des petites molécules d'eau en rouge avec les deux atomes d'hydrogène en gris et l'atome d'oxygène en rouge. Et en fait, l'eau, c'est sa vie, c'est vivant, et en fait, il y a des domaines de cohérence où en fait les molécules d'eau vont être très proches, très accolées, et elles vont vibrer de la même façon. Et il va y avoir des domaines d'incohérence, et ensuite des boules, comme ça, des boules d'eau avec des domaines de cohérence. Et donc en fait, il y a des vibrations qui sont meilleures pour la santé et il y a des vibrations qui sont moins bonnes pour la santé. Donc c'est intéressant aussi que l'eau est une bonne vibration. Donc par exemple, ici, voilà, ce sont par exemple des photos de Masaru Emoto qui a photographié, après avoir gelé l'eau, des eaux du robinet ou des eaux en bouteille. Donc on voit qu'elles ne sont pas structurées, elles n'ont pas une bonne vibration. Par contre, si on a travaillé sur la vibration, ces bouteilles d'eau peuvent avoir une belle structure cristalline, comme ce que l'on peut trouver sur les eaux qui coulent en cascade, etc., qui ont une très jolie forme cristalline, qui ont une bonne vibration. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler la vibration, soit par vortex manuel ou mécanique, soit avec le soleil, soit avec des symboles, la fleur de lys, soit par des formes, soit par des ondes électromagnétiques, soit par des sons, soit par des jolis mots. Donc en fait, votre eau, pour qu'elle ait une bonne vibration, vous pouvez la travailler comme on le fait pour le vin, en fait, la mettre dans une belle carafe pour qu'elle
elle s'oxygène, elle récupère une belle vibration. Donc là par exemple je vous ai mis une carafe qui apporte ce genre de belles vibrations. En résumé, en fait en général, les eaux en bouteille et du robinet ont une mauvaise vibration à la sortie, alors que les eaux libres, l'eau douce qui méandre, l'eau de mer avec ses vagues, vont avoir une très belle vibration. Donc c'est intéressant à la maison aussi de reconstituer, de refaire cette vibration. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Doc? Quelle eau tu bois? Quel traitement tu fais subir à ton eau? Donc là, je vais vous résumer, moi, ce que je fais, vous avez vu mon eau, ce que je fais chez moi. Donc déjà, moi j'ai une carafe en verre, filtrante, que vous voyez là, et en fait, j'utilise des carafes qui s'ouvrent et je les remplis avec ce genre de produit, d'Hydro Plus, où en fait ça contient des résines échangeuses d'ions, du charbon actif pour enlever mes quelques résidus de pesticides, mais moi vous avez vu dans mon eau j'en ai pas beaucoup. Par contre pour enlever mes résidus de chlore, ça j'en ai, et pour enlever les résidus de plastique puisque mes tuyaux sont en plastique. Donc par contre, pensez bien à changer la cartouche tous les mois parce que sinon après ça devient un nid à bactéries et on repart au grand 1 où là, entre guillemets, vous avez perdu tout le bénéfice du traitement de l'eau. Ensuite, moi ce que je fais, c'est qu'en fait, je la vitalise. Vous voyez, j'ai pris un vitaliseur d'eau rose Déjaval et en fait, mon eau, je la mets, vous avez vu, dans 2 bouteilles et je la secoue, je crée des tourbillons, donc ça la vitalise. Donc avec ce système, voilà, la dernière étape est remplie, elle est un peu vitalisée, elle est en joli vortex, donc c'est plus intéressant pour le corps. Et sur toutes mes bouteilles, j'ai collé des étiquettes de la flore l'eau de vie, des beaux symboles que vous voyez ici, et j'ai écrit des mots, des jolis mots. Donc ça permet de faire la dernière étape. Donc ensuite, ce que je fais, vous avez vu que mon eau est pas très riche en nutriments, donc une fois qu'elle est dynamisée, je me fais un demi-litre d'eau de mer de Quinton à l'isotonie. Donc en général, je prends 150 ml d'eau de mer eau de vie, je rajoute mon eau du robinet, parce que vous avez vu qu'elle est filtrée bien sûr, et je rajoute aussi du citron, parce qu'en fait le citron c'est quelque chose qui est, une fois dans le corps, alcalinisant et qui est aussi réducteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans notre alimentation. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous y voyez plus clair sur les eaux. Pensez à analyser votre eau du robinet d'abord avant de prendre toute décision. Si vous voulez que je vous aide à analyser votre eau du robinet, votre eau en bouteille, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook via Messenger ici. Ensuite, n'oubliez pas aussi pour me soutenir de vous abonner, de liker. Merci!